Chers fans de foot, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à la 80e édition du Clubhouse. Un Clubhouse très spécial, pas par son numéro, mais parce que nous avons l'immense privilège d'accueillir le sélectionneur des Roetleven, celui qui a joué en pro, FC Metz, à Gladbach, à Kaiserslautern, une équipe qu'il a également coachée, tout comme le Fola, la Jeunesse, le Progrès Niederkorn. Nommé à la tête de la sélection nationale en août dernier, c'est Jeff Strasser, mesdames et messieurs. Bonsoir Jeff, et une gratitude infinie que vous ayez accepté dans votre emploi du temps surchargé de vous prêter à l'exercice. Bonsoir. On est vraiment ravis de vous accueillir. On va évidemment revenir en long, en large et en travers sur ces deux matchs de World Cup Qualifiers. Si vous deviez retenir en une phrase là, votre première expérience sur le banc. En une phrase, je dirais qu'un contenu de match intéressant, malheureusement avec un nombre de points pas assez suffisant. On va étudier le bilan comptable, mais surtout le bilan dans le jeu. Et pour débriefer ce stage international et ces deux rencontres rageantes, je pense qu'on peut le dire, j'accueille en plateau le journaliste Boris Saint-Jalm à ma droite. Salut Marco. Bonsoir Boris. Et en face de lui, le directeur de Mental, Simon Béot, pour son retour dans l'émission. Bonsoir Simon. Bonsoir à tous. Bonsoir Marco, monsieur Strasser. Bonsoir Boris. Au sommaire de cette émission très spéciale, Jeff Strasser, le débrief des deux premières journées de World Cup Qualifiers. On se projettera évidemment sur la suite, avec des retours, mais aussi des absences. On en y reviendra sur le débat, l'arrêt sur image, sur le sélectionneur, la tactique, sa nouvelle vie à la tête des Roetleven, son avis sur la BGL League, les News Express, la Ligue 1 Dames. Bon, c'est tout ça, le Clubhouse de dribble. Et nous débutons avec les éliminatoires de Coupe du Monde et ses rencontres face à l'Irlande du Nord et à la Slovaquie. Donc jeudi, je vais commencer par résumer un scénario cauchemardesque avec un penalty concédé dès la 6e minute. On pourra revenir, Simon, sur est-ce que ce penalty est généreux ou pas. Puis, malgré l'égalisation bluffante de Eman Dardari, un but encaissé dès le coup d'envoi de la deuxième période. Et enfin, l'expulsion, peut-être sévère aussi, on pourra y revenir. On n'est pas tous d'accord autour du plateau, de Seid Korac. Et donc le troisième but nord-irlandais. Dimanche, j'ai envie de dire que le narratif a presque été pire, avec un match maîtrisé de A à Y qui manquait le Z, avec un Sinani en feu qui a touché les montants par 2 fois. Au final, un but encaissé à la 90e suite à une toute petite erreur d'Anthony Morris. Alors avant de donner la parole à notre prestigieuse invitée, messieurs, j'ai envie de vous demander ce que vous retenez des deux matchs. Alors en un mot, une situation, un constat. Frustration. La frustration complète. Ouais. Déjà sur le premier match, il y avait des choses qui étaient frustrantes, mais alors c'était à son paroxysme lors de la rencontre contre la Slovaquie. Tu l'as dit, on touche les poteaux, on a un but refusé pour un hors-jeu de quelques millimètres. On a dominé une équipe qui a battu l'Allemagne. Donc non, c'est frustrant de repartir avec 0 points. J'ai regardé les petits highlights sur le site de l'UEFA. Alors c'était très condensé, hein, c'était un résumé de 2 minutes. On voit la Slovaquie juste sur le dernier but. Donc voilà, ça démontre, non, c'est frustrant. C'est frustrant. Boris, tu étais au stade sur les deux matchs, tu les as vus en direct, tu les as revus en replay. Allez, ta réaction, qu'est-ce qui ressort de tout ça ? Moi, j'ai quand même envie de garder le positif. C'est qu'on a vu déjà, pour moi, une identité claire et du jeu proposé contre des adversaires sur le papier, notamment la Slovaquie supposée supérieure, ce qui ne s'est pas trop vu sur les deux rencontres. Et donc, moi, je préfère quand même garder le positif. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai qu'il y a le match contre la Slovaquie. T'as l'impression que tu le joues 9 fois, enfin 10 fois tu vas le gagner 9 fois, ouais. Et là c'était la mauvaise fois malheureusement, donc, mais je retiens quand même le positif, le jeu développé qui était pour moi satisfaisant, ouais. Bon, alors pendant ce temps sur le plateau, Jeff Strasser perd une pièce de monnaie et la question que j'ai envie de lui poser, c'est comment faire pour que la pièce elle retombe pas tout le temps du mauvais côté. En fait il faut continuer à travailler. Vous avez dit tous des choses très intéressantes concernant le contenu du match. On a eu un premier match contre l'Irlande du Nord où on rentre mal dans le match. C'est quelque chose où il faudra, où on a travaillé dessus, où on en a parlé. Ça s'est moins vu heureusement contre la Slovaquie où l'entame a été meilleure. Donc c'est bien aussi de pouvoir progresser rapidement en espace de peu de temps. Avec un premier match contre l'Irlande du Nord où, bien sûr, le début avec un penalty concédé, être mené au bout de 6 minutes dans une nouvelle campagne qui commence avec un nouveau coach et une nouvelle équipe, entre guillemets, c'est pas la meilleure des choses, mais j'irais plutôt dans le sens de Boris à dire
le positif derrière. Il y a la mi-temps jouée derrière avec l'équipe qui revient au score. D'ailleurs, à mon avis, à juste titre, tant au niveau du contenu, au niveau de la qualité. On est tous d'accord. Avec un super but en plus. Ouais. Le but, c'est magnifique. Ouais. Avec un but très intéressant d'Ayman Dandari qui est la position qu'il aime bien être en étant en côté gauche, puis inversé, être capable de rentrer sur son pied. Et de rentrer sur le pied, ou alors de s'excentrer côté gauche. Centré. Où il a montré la qualité de son pied gauche aussi avec le centre qu'il met à Danel du deuxième match. Donc c'est un joueur qui, au jour d'aujourd'hui, Ayman est en pleine confiance et qu'il faut le valoriser. Et donc, cette mi-temps à 1-1, où on aborde le sujet à dire ça va partir à 100 à l'heure dans la deuxième mi-temps, et puis tout de suite derrière, un deuxième but encaissé qui fait mal psychologiquement et qu'il faudra arrêter au final de se punir soi-même. Oui, parce que vous l'aviez dit en conférence de presse après match, que oui, on se marque presque les buts tout seul à ce niveau. Alors, on tire des enseignements positifs. Je vais vous proposer un petit jeu. Je vais vous donner quelques petites entrées et vous me dites si c'est à reproduire, à éviter. Et puis évidemment, Jeff Strasser pourra trancher. Flo Bonnert en piston, à reproduire ou à éviter? Je ne sais pas si j'ai les compétences nécessaires pour juger ça, mais c'est vrai que le match où il a été le meilleur, pour moi en tout cas, c'était plus le match contre la Slovaquie. En latéral. Où il était plus en position de latéral et où malgré tout, il a réussi à apporter offensivement. Et ça, je rebondis dessus parce que ça me permet aussi de parler d'autres joueurs qui, sur la deuxième rencontre, je trouve, ont été plus à leur aise en fonction de leur positionnement sur le terrain. Je pense à Thomas Moreira, qui était peut-être plus dans un rôle de 10, milieu box-to-box, qui se projetait beaucoup. On a vu que ça a failli payer puisqu'il a marqué un but hors jeu, refusé pour un petit hors jeu. Donc. Mais voilà, donc moi je pense que Flo Bonnert, après c'est un joueur sur lequel tu sais que tu vas compter et puis ça peut aussi permettre d'être la variable d'ajustement. On sait qu'il peut jouer un peu plus haut, donc c'est à voir. Je regarderai bien. Il est meilleur où? Il a été très bon contre la Slovaquie. Ouais. Il a fait un match correct contre l'Irlande, donc ça c'est une bonne chose pour le joueur. Tant qu'il est performant, c'est la chose la plus importante. Au besoin du choix tactique, je dirais. Alors, le premier match, on avait fait le choix de miroiter un peu le système parce que en phase offensive, cette équipe de l'Irlande du Nord, elle met 5 joueurs dans la première ligne. Donc, forcément, il y a un déséquilibre numérique en étant à 4. Donc, forcément, il faut, dans un système à 4-3-3, le transformer défensivement pour apporter ce 5e homme dans la ligne, ou alors le faire lors du renversement de jeu, qui peut peut-être trouver un déséquilibre ou un temps de retard. Donc il y avait 2 options. On a choisi l'option de partir en miroitage pour le début du match, et aussi parce que numériquement, pour les joueurs, c'était peut-être plus simple pour s'y faire, pour de toute façon avoir la possibilité d'avoir une construction de jeu à 4, donc mettre l'adversaire dans la difficulté et avoir une configuration, une organisation offensive différente de celle qui est défensive. Et ça, les joueurs, ils l'ont bien fait, et je pense que par rapport à être capable de faire ça tactiquement, c'est une bonne chose. Et c'est la variabilité, on va dire, qui est bonne. Après, c'est le choix des joueurs. Est-ce que les pistons, on les anime avec des joueurs à vraiment un caractère offensif? Ça, c'est quand tu es hyper dominant, tu peux peut-être mettre un latéral à vocation offensive et un joueur offensif d'un côté. Ou alors avoir une carte de la prudence un peu, sans être défensive, pour être plus à 2 pistons qui sont des latéraux de formation. Ouais. Donc, et là, c'est toujours bien d'avoir un gauche à gauche et un droite à droite. Maintenant, entre les pieds disponibles et la qualité des joueurs en forme à choisir, c'est le choix qu'on a fait. Alors, toujours au niveau de la défense, en charnière centrale, on a vu en Slovaquie contre la Slovaquie avec l'absence de Seid Korac, la charnière Marmutovic-Karlsson. Convaincu? Moi, oui, en fait. Ce que je trouve bien, c'est qu'il y a aussi il y a des nouveaux qui commencent à s'imposer, mais tu as aussi des joueurs qui peut-être jouaient un peu moins sur les derniers rassemblements, sur la fin du mandat Lukols, qu'on revoit, et Marmutovic, pour moi, c'est l'exemple parfait.
On parle d'un joueur qui est quand même joue titulaire dans son club en première division néerlandaise, donc c'est un certain niveau aussi de compétition. Le sélectionneur l'avait dit, ça va être important de mettre en place et de faire jouer des joueurs qui ont du temps de jeu. Et lui, il a du temps de jeu dans un championnat de haut niveau. Et moi, je trouve que là-dessus, sur ce que j'ai vu, Marmutovic, il a été très bon. Dirk Karlsson, c'est toujours un joueur qui est très fiable et qui fait toujours ses matchs. Donc ouais, moi, je trouve que c'était plutôt bien. Et c'est aussi rassurant de se dire que, en tout cas sur le secteur défensif, c'est peut-être pas le cas sur certains autres secteurs de jeu, mais sur le secteur défensif, si jamais tu as un Sead Korac qui manque et qui est quand même le leader de défense, je pense, naturel, tu as quand même des solutions derrière qui font l'affaire, quoi. Satisfait, Jeff, de la charnière à deux là, que vous avez mis en place lors du match contre la Slovaquie? En fait, c'était la charnière, la continuité des 20 dernières minutes ou des 25 dernières minutes contre l'Irlande du Nord. Donc, en ayant peu de temps, en ayant de toute façon un autre choix à faire, ça nous semblait être la solution la meilleure, vu les performances des joueurs, vu leur état physique, d'être dans une certaine continuité, de dire ok, on va repasser en 4-3-3 pour différentes raisons, pour nos analyses qui ont déterminé ça. Pour après dire, cette charnière, au final, même en étant en infériorité numérique, elle n'a pas été beaucoup mise en danger. Donc pourquoi la changer? Donc on était dans la continuité. Dardari titulaire, Simon, à reproduire? Oui, je crois. Je pense qu'il a, au-delà du but, par son activité, son aisance technique, c'est quelqu'un qu'on a envie de revoir. Je pense qu'on reverra, j'imagine. Donc non, c'est très positif. Très positif. Personnellement, j'ai été frappé notamment dans le match contre la Slovaquie, où il n'a pas été buteur, mais par son impact sans ballon. Je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose. Ouais, c'est un joueur qui, quand même, pour resituer le contexte, a signé son premier contrat professionnel là cet été, qui a fait une grosse prépa avec son club, qui fait partie d'un effectif de Bundesliga. Donc, pareil, au quotidien, il y a un niveau à l'entraînement qui est très élevé. Et puis, ce que je trouve intéressant avec Dardari, alors peut-être qu'il faut qu'il bosse un petit peu encore l'aspect physique, ou parfois au duel, il peut peut-être encore un peu exploser. Mais par contre, sa vivacité, sa capacité de percussion et même ses inspirations, Jeff le disait tout à l'heure, le centre qu'il envoie à Zinani sur son pied faible, il est exceptionnel. C'est un centre de très haut niveau. Malheureusement, ça finit sur le poteau derrière. Mais donc ouais, c'est un joueur qui est capable aussi. Peut-être que sur la durée d'un match, parfois tu peux te dire que tu vas pas trop le voir, mais sur un éclair, sur une action, il est capable de te faire la différence. Et des joueurs comme ça, encore plus dans le secteur offensif, on en a besoin. Et donc c'est pour ça que je pense que il va se faire une place dans le groupe. Ouais. Jeff, un petit mot sur Eman Dardari? Le féliciter pour les deux performances qu'il a faites, en dehors du but, bien sûr, qui est toujours la valorisation offensive la meilleure pour un joueur qui doit, entre guillemets, faire des stats aussi. C'est quelqu'un qui s'est mis au sacrifice de l'équipe, qui a beaucoup travaillé, qui était à un moment donné aussi un choix à dire, est-ce que le premier match on peut jouer en 4-3-3, est-ce que l'offensif côté on peut le faire descendre, est-ce qu'il sera capable de faire ce travail défensif dans les deux sens pour lui garder ses caractéristiques plus offensives. C'était un choix aussi dans ce sens-là pour le premier match. Pour le deuxième match, quand même, montrer qu'il est capable de faire ça tant que les côtés, là, il était doublement occupé, et qu'il a fait le travail défensif nécessaire. Je pense c'est une bonne chose. C'est un joueur jeune encore en devenir, en formation, qui, comme tu l'as dit, il a signé son premier contrat professionnel, il s'entraîne avec le groupe. Il a de la compétition, il a joué les 4 derniers matchs avec l'équipe réserve au 4e niveau allemand, où il a quand même été buteur à 3 fois. Donc c'est quelqu'un qui est venu en équipe nationale avec de la confiance, et cette confiance-là, il l'a mis sur le terrain, et c'est une très bonne chose. Est-ce que tu penses peut-être que cette saison, il pourrait commencer à faire des entrées en Bundesliga, ou c'est peut-être encore un peu juste Je lui souhaite. En tout cas, j'ai vu quelque chose avant le rassemblement, quand il arrive, qu'il avait joué le vendredi avec l'équipe réserve, et qu'il a quand même été retenu dans le groupe avec les pros le samedi. C'est un signe. En étant sur le banc, qui plus est, c'était quand même le match contre le Bayern de Munich. Alors, je pense pas que ça a à voir avec une pénurie de joueurs ou avec des blessés. Donc c'est un bon signe à lui de continuer à travailler, tout en sachant que son entraîneur, Sandro Wagner, qui est quand même quelqu'un qui est assez jeune encore,
dans le métier et qui aime bien, qui regarde la qualité tout simplement et qui, je pense, donnera ou pourra donner la chance à Ayman. Il a signé un contrat d'un certain nombre d'années qui lui permettra aussi d'avoir cette sécurité dans la tête, pas pour se reposer, mais pour se dire il y a un club qui me fait confiance. Je vais surtout travailler tous les jours parce que j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Mais on sait qu'à 20 ans, on pourra aussi avoir des vagues encore dans sa progression. Et puis les deux rencontres de cette semaine vont l'aider aussi pour son club. Ouais, Ils vont regarder, ils vont voir le but, le but a tourné. Ça peut être que positif. Ça peut être un bon... sa confiance aussi un bel élan. Ça peut être un bel élan. Sélection, il fait des bons matchs. Donc moi, je pense qu'on va le voir. On va le voir en Bundesliga. Ouais. J'espère. Et puis, pas oublier, était capable même sur les 20 dernières minutes contre l'Irlande du Nord, avoir par moment une position axiale. Oui. Donc, je pense que, alors, préférentiel gauche, pied inversé droit, mais possibilité axiale dans différents secteurs, sans maintenant le surcharger, quoi. Oui. On a quelques jeunes qui montent, On a quelques jeunes qui montent, qui sont dans des championnats professionnels de plus en plus en Allemagne, au Portugal ou autre. Ça, c'est une vraie richesse, c'est une vraie chance pour ton début de mandat, pour réussir à les intégrer, à les faire progresser. Il y a un certain réservoir de jeunes joueurs avec lesquels, encore pas plus tard qu'hier, on a échangé avec Manu Cardoni et avec Danué, qui sont quand même proches de tout ça, que Manu connaît exactement quels joueurs sont au jour d'aujourd'hui présents au centre de formation à Mont-d'Archange, voire dans d'autres centres de formation à l'étranger. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Ouais. Il y en a plus de 70, je crois. Ouais. Donc il faut suivre, il faut regarder, il faut faire des projections, des prévisions sans les trop vite. Ouais, sans aller trop vite, parce que, sans les hyper, sans les brûler, en brûlant pas les étapes. Mais bon, un jour il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas d'âge, il y a de la qualité ou il n'y a pas de qualité. Donc, mais on sait très bien que quand c'est trop jeune, il faut faire attention si les joueurs psychologiquement sont déjà aptes à dire on les intègre dans l'équipe nationale A et qu'est-ce que ça fait avec les joueurs. Je pense notamment à quelqu'un comme Enzo qui a fait quand même 2 rentrées lors de ces 2 matchs, mais qui est très bien entouré à Dortmund où il y a un plan clair avec lui concernant son temps de jeu, sa vision, sa progression et où même le club dit qu'il faut pas brûler les étapes et qu'il faut faire une progression avec les joueurs. Juste sur Enzo, justement, à la base, il n'était pas dans ta liste, il était avec les espoirs. Au final, il se retrouve dans la liste parce que Kiki Martins est absent. Et finalement, il rentre devant certains milieux qui étaient dans la liste. Est-ce que c'est un choix pour toi aussi de peut-être on va dire l'habituer à ce que c'est le très haut niveau, même si c'est sur de courtes séquences, pour qu'il puisse s'intégrer progressivement aussi au groupe et avoir un rôle plus important à l'avenir? Le choix, il s'est imposé aussi dû à ses performances pendant le rassemblement à l'entraînement. Okay. C'est surtout ça ce qui était déterminant pour Enzo, tout d'ailleurs comme pour Oli Thiel, qui est rentré au milieu de terrain avec une quinzaine de minutes avec les arrêts de jeu et qui était tout de suite présent, parce qu'on l'a senti à l'entraînement être engagé, dynamique, et il a fait un très bon stage. Et on a la chance, entre guillemets, au Luxembourg, d'avoir au cœur du jeu, dans ce milieu axial, beaucoup de joueurs de qualité. Mais bon, au final, on ne peut pas jouer qu'avec des milieux axiaux. Tout à fait, c'est bien le souci, parce que là, on a distribué les bons points, mais il y a aussi peut-être des choses à revoir, et notamment notre efficacité offensive. Alors, on ne va pas cibler Muratovic, qui n'a pas eu énormément de possibilités de s'exprimer, mais Jeff, on a envie de se demander quelles sont les solutions offensives avec les forces en présence pour arriver à marquer des buts. C'est juste une question de chance ? Non, ce n'est pas qu'une question de chance, mais on ne parlerait pas d'efficacité si on ne serait pas créé autant d'occasions. Ah oui. Donc, je pense qu'il y a le fait de pouvoir se créer des occasions qu'il faut continuer à travailler. Et puis après, c'est la réalisation technique individuelle du dernier geste devant le but, où on s'est retrouvé avec Edwin 2 fois en position, avec Daniel 2 fois en position, avec des joueurs de qualité qui souvent ce dernier geste réussissent et qui n'ont pas réussi là. Donc il ne faut non plus pas tout voir noir.
Mais en tout cas, c'est certain que quand on se crée autant d'occasions de but, il faut marquer. Voilà. Et ça a à voir à un moment donné avec la qualité du dernier geste, la qualité peut-être tout simple du joueur en lui-même sans que ce soit négatif, et une certaine concurrence élevée ou non. Pour moi, les meilleurs offensifs étaient appelés, donc je pense que sur les prochains rassemblements, ce qui peut aussi un peu évoluer... Sans Dani Mota. Sans Dani Mota, effectivement. Jeff pourra peut-être nous préciser certaines choses dessus, mais avec les forces en présence et ceux qui étaient appelés, peut-être qu'un Alessio Curci aussi sera amené à avoir du temps de jeu sur les prochains rassemblements. Un Ivandro Borges aussi, qui commence un petit peu à reprendre le rythme, à faire quelques entrées avec son club d'Héraclès. Peut-être que dans un mois, il sera aussi à un autre niveau physique. Il aura peut-être joué encore un peu plus de minutes, il aura un peu plus de minutes dans les jambes. Et c'est un joueur pareil, Ivandro. On a vu qu'il avait été essayé quand il est rentré au poste de numéro 9. C'est un joueur qui est capable de jouer sur le côté. Donc, c'est un joueur qui peut apporter aussi des solutions, un peu dans l'idée comme Heyman, capable d'évoluer plusieurs positions devant. Donc, les solutions, voilà, il faut les chercher dans le groupe quota. Et je pense que moi, j'ai envie de penser qu'un Ivandro peut avoir une grosse carte à jouer, notamment sur les prochains rassemblements, s'il arrive à enchaîner et retrouver son niveau d'avant. Après, on n'est pas loin quand même. Enfin, je pense que sur le match sur la Slovaquie, notamment, c'est plus une question de réussite qui fuit. Et ça se joue à pas grand-chose. Quand Zinani touche le poteau 2 fois, le geste est bon, le geste est juste. Alors il manque 3 mm pour que ça fasse poteau rentrant. Sur le but refusé, le geste est parfait. Et il est devant du manche. Maintenant, les hors-jeux, c'est... Enfin, il y a la qualité, hein, à mon sens. Mais sur ce qu'on a vu, il va falloir toujours continuer à travailler, mais c'est la réussite qu'il faut réussir à provoquer. Après, justement, on va se projeter sur les prochains stages avec le mois prochain. Un double déplacement en Allemagne et en Slovaquie. En novembre, la réception des hommes de Nagelsmann et l'Irlande du Nord à l'extérieur. Alors, on sait déjà que Daniel Sinani fera pas partie des joueurs sélectionnables en l'état contre l'Allemagne après son deuxième carton jaune, donc à Sinsheim. On espère le retour de Kiki Martins. Jeff, est-ce que Dani Mota, c'est une possibilité encore d'être appelé ? Pas une possibilité d'être appelé à 200%, c'est une possibilité. Après, c'est une discussion qu'il faut mener. Comment, moi, en tant que sélectionneur, bien sûr que si je peux sélectionner Dani Mota en tant que qualité de joueur, qui joue en série B, qui montre ses talents chaque semaine, c'est pas la non-envie de ne pas avoir envie de le sélectionner. Ouais. Bon, alors on va se demander si cette deuxième place, qui serait synonyme de qualificatif pour des barrages, afin d'accéder à la Coupe du Monde, est encore accessible avec en filigrane la question subsidiaire. Ce qui voudrait dire, est-ce que l'Allemagne est prenable ? Je rappelle que la Slovaquie contre qui on a été vraiment, je trouve, à égalité, voire niveau, supérieur dans le niveau, avait battu l'équipe de Nagelsmann 2-0, que Florian Wirtz et ses coéquipiers sont venus à bout assez difficilement de l'Irlande du Nord, même si le score au final est de 3-1. Alors Simon, est-ce que cette deuxième place synonyme de barrage, on y croit ? Oui, il faut y croire. Mathématiquement, on reste qu'à 3 points de la deuxième place, il me semble. Donc tout est faisable. C'est sûr qu'on se déplace, on a encore des déplacements très, très ardus à réaliser. On a montré que notamment contre la Slovaquie, on était à armes égales. Non, il faut y croire, il faut aller pour gagner. C'est fini le temps des petites équipes qui sont distancées et qui baissent les bras. Il faut jouer à fond. C'est sûr que ça peut prêter à sourire de dire qu'on va aller chercher les 3 points en Allemagne ou autre, mais après, de toute aucune façon, raison. Dans le foot, si tu vas déjà battu, ça Bien sert à rien d'y aller. Non, et puis il y a quelque chose qui est intéressant dans ce groupe-là, c'est que on le voit, la Slovaquie qui bat l'Allemagne, l'Irlande du Nord qui embête l'Allemagne. Tout le monde va perdre des points. L'Allemagne en a déjà perdu. Et ça me rappelle la composition du groupe de qualification à l'Euro. À l'Euro en 2023. Où c'était très dense, hormis le Portugal qui était devant. Tout le monde se prenait des points. Donc, moi, je vais y croire toujours. Au-delà de savoir si la deuxième place est toujours jouable, je pense que surtout... ça serait un exploit, pardon. Évidemment, ça serait un exploit. Il te reste quand même tout de suite à encore relativiser. 3 déplacements. Tu sais que tu vas aller jouer sur des terrains où c'est très compliqué, où tu vas être attendu. Parce que même si on a perdu les 2 premiers matchs,
La Slovaquie et l'Irlande du Nord, maintenant, ils sont prévenus, ils savent que c'est sérieux en face. Au-delà de savoir ils le savaient avant, Boris. Oui, en tout cas, là, ils ont confirmation qu'il ne va pas falloir prendre les matchs par-dessus la jambe. Mais c'est surtout qu'au-delà de savoir si c'est possible de finir deuxième ou pas, je pense qu'il faut surtout s'attarder sur ce que tu vas réussir à construire en tant que groupe et dans le jeu, en fait. Les 2 premiers matchs, c'est en ça qu'ils sont encourageants. Là, il faut quand même dire que tu as un nouveau sélectionneur qui arrive après Luc Holtz qui est resté 15 ans. Tu as quelques joueurs qui sont absents, qui étaient importants dans l'équipe. Tu as quelques cadres qui ont arrêté. Qui sont partis pour diverses raisons. Donc, tu dois d'abord recréer un collectif, recréer un groupe soudé. Tu as quelques jeunes joueurs qui émergent. Donc, moi, je pense que la satisfaction, au-delà de savoir si on va finir deuxième, je pense que ce sera compliqué. C'est surtout... La satisfaction, elle viendra de est-ce qu'on arrive à la fin de cette campagne à créer un collectif fiable avec des certitudes, balle au pied et aussi sans le ballon parce que voilà. Non, mais on démarre un nouveau cycle, donc effectivement, tu as raison en ce sens-là. Mais on était en droit de s'attendre également avec Jeff Strasser. Vous êtes arrivé à la tête de la sélection 2 semaines avant le premier rassemblement, je crois. Donc on était en droit de s'attendre 10 jours, 12 jours, à quelque chose d'assez trop dans la continuité en réalité. En tout cas, ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression que c'est quand même partagé avec l'ensemble de la presse sportive au Luxembourg. Il y a déjà une patte Jeff Strasser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais on a senti qu'il y avait quelque chose de très différent du football de Luc Holtz. En fait, sur le papier, tu joues 2 équipes, comme j'ai dit, qui sont censées être supérieures à toi. La Slovaquie, il faut se rappeler qu'il y a 1 an, ils étaient 8e de finaliste à l'Euro et qu'ils étaient à 1 minute de sortir l'Angleterre. L'Irlande du Nord, on a déjà vu lors des dernières rencontres, pareil, c'est une équipe qui est difficile à jouer. Donc ce que tu as vu, c'est vraiment très encourageant d'un point de vue du jeu. Et pour moi, tu dois bâtir là-dessus. Après, ce qui est frustrant, c'est que forcément, sur l'ensemble des 2 matchs, te dire que tu ressors à 0 points, faut pas que ça... C'est frustrant, mais il ne faut pas que ça joue trop dans les têtes et que les joueurs se disent on va jamais y arriver. Non, on va y arriver. Et si on continue comme ça et on est sur le bon chemin, ça va venir. Alors, peut-être pas dans l'immédiat contre l'Allemagne et la Slovaquie, mais il faut surtout qu'on sort d'une année difficile quand même. C'est ça. Oui, la campagne de Nations League, elle était quand même compliquée. Et pas que sur les résultats. D'un point de vue du jeu aussi, c'était délicat. Donc là, déjà, tu réussis à retrouver le jeu. Et les résultats, normalement, ils vont réussir à arriver avec le temps aussi. Et le fait que le groupe se connaisse, que les jeunes soient de plus en plus intégrés, etc. quoi. Jeff, pour trancher, alors évidemment, vous n'allez pas me dire, nous, on vise la 4e place, mais vous avez, j'imagine, envie de réaliser un coup. Déjà, l'Allemagne, est-ce que c'est possible de faire un résultat ? Chaque match est possible de faire un résultat, sinon on n'irait pas se présenter déjà. Mais il faut... Alors, tout le monde est ambitieux et tout le monde dans le groupe et dans le staff a envie de faire la meilleure performance et c'est ce qu'on a montré lors des derniers matchs. Malheureusement, il n'y a pas eu de points et si on voit le classement avec un œil très, très Rodeleif, on aurait dit on devrait avoir 4 points. Si on le voit d'une manière, on va dire, footballistiquement correcte, on dirait 3 points, ce serait la logique des choses. Et le classement ressemblerait à autre chose. Et si, mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il y a 0 point. Donc, hormis de parler d'une place qui pourrait peut-être mettre une pression supplémentaire, que je trouve pas bien pour une équipe comme la nôtre, je parlerais plutôt d'essayer de faire la continuité des performances. Mmh. Et si on est capable de faire ça, les résultats viendront avec. Alors, on est toujours jugé sur le résultat, que ce soit surtout nous en tant que coach. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut peut-être se servir de cette campagne pour dire que c'est une période de transition, de changement, de renouveau, l'intégration peut-être de nouveaux joueurs aussi en devenir, pour former une ossature où il y a justement certains joueurs qui ont arrêté, d'autres qui vont réintégrer en fonction de l'état de forme ou non, pour après voir, déjà faire 4 bonnes performances sur les matchs restants, pour après attaquer le mois de mars en faisant le point quelle compétition au final on jouera. Ouais, avec la pression quand même de ce barrage pour rester en Ligue C contre Malte. On passe au sujet suivant, mais évidemment on reste du côté du sélectionneur, parce que Jeff Strasser, c'est un entraîneur qu'on connaît bien au Grand-Duché, mais pour la fonction de sélectionneur, c'est nouveau pour lui, mais c'est nouveau pour nous aussi, puisqu'on était habitués depuis 15 ans à Luc Holtz. Et moi, il y a une question qui me brûle les lèvres, Jeff, par rapport à votre arrivée à la FLF, c'est est-ce qu'il y a un dossier de candidature ? Comment ça se passe quand on postule pour devenir sélectionneur ? On a déjà l'annonce
question. Oui. Et par la force des choses, l'intérêt ou non. Quand on a intéressé, on fait en sorte que les responsables sachent qu'on est intéressé. C'est-à-dire vous les appelez ou on fait en sorte qu'ils sachent. Hein, donc, je vois. Vous envoyez une carte postale. Et après, coucou. Et puis après, c'est une lettre de motivation, ouais. un CV où chacun a le droit de faire comme. Après, c'est un classique. Et puis derrière, un choix avec des possibles entretiens de la part du conseil d'administration avec son président, qu'il faudra leur demander à eux comment ça s'est déroulé parce que c'est pas eux qui l'ont dit. Avec un entretien pour ma part avec des responsables où on explique sa philosophie, sa vision, sa possibilité, comment on voit les choses, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire, quelles sont les possibilités de réaliser. Et puis par la suite, après, une décision prise et au final une annonce. Et puis après, la suite, là, on la connaît. Et cette opportunité, elle est venue finalement 6 mois plus tôt, enfin 5 ou 6 mois plus tôt que prévu, parce que Luc Holtz était en fin de contrat à la fin du mois de décembre. Vous ne vous étiez pas mis à la recherche d'un travail en club cet été. Vous aviez ça en tête pour candidater à partir de la date qui était censée être... janvier 2026. 26, c'était votre objectif, au-delà de tout, de postuler après. Il y a eu une séparation avec Niederkorn au mois de mars. Il y a eu le choix de ma part de dire cette saison, on peut reprendre, je ne veux pas reprendre de club, pour faire une pause à un moment donné aussi après 15 ans. Ça vous a fait du bien, ça, mentalement? La pause, c'était dans la tête. Bien sûr qu'on fait des fois des prévisions dans la vie, et il y a toujours l'idéal qui se réalise ou qui ne se réalise pas, avec dire d'accord, il y a peut-être une possibilité, donc on va voir ce que ça va donner, en même temps faire peut-être une petite pause et pas inintéressante. Et après, les choses se sont enchaînées avec une décision de la fédération et au final une opportunité pour Luc de partir. J'en ai parlé avec lui encore après le match de la Slovaquie. Voilà, c'est pour Luc aussi l'envie de partir dans un domaine qu'il avait peut-être toujours envie d'aller. Donc, au final, une situation où il y a beaucoup de personnes qui peuvent gagner quelque chose et aucune qui en perd. Et je trouve que c'est ça ce qui est toujours intéressant aussi. Ce qui compte aussi pour nous, c'est que la sélection y gagne. Et pour l'instant, en tout cas dans le jeu, c'est le cas. Depuis votre arrivée, Jeff, vous avez expérimenté donc la défense à 5, enfin à 3 en charnière centrale, et puis un peu contraint et forcé à 2 en étant privé de Seid. Qu'est-ce qui retient votre préférence au terme de ces 2 matchs? En fonction de l'adversaire? La variabilité. Ouais. Et le peu de temps qu'on avait, certains m'ont dit il faut être dans la continuité. Je dis oui, on est dans la continuité, mais on est dans la continuité de quoi? On est au jour d'aujourd'hui avec peut-être footballistiquement d'autres idées ou des adaptations, parce qu'on ne va pas révolutionner la manière où l'équipe nationale joue, mais des touches à améliorer, pas améliorer, on va dire à apporter. Parce qu'améliorer, ça veut toujours que ça a été... Oui. Donc, mais on tente de progresser toujours. Adapter, avancer, voir des choses différentes. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Comment contrer un système, tout à l'heure je l'ai dit, où on miroite, où on adapte. Nous, on a décidé une fois de miroiter et 2 fois de passer à l'attaque et de jouer comme ça. C'est un choix. Et c'est le rôle de l'entraîneur avec son staff de décider joueur disponible, joueur en forme. Comment on peut configurer, adapter, pas toujours s'adapter, aussi comment faire pour mettre l'adversaire devant des difficultés. Ouais, s'imposer. C'est un peu l'amalgame ou le mélange de tout ça qu'il faut faire pour dire, après, phase offensive, phase défensive, vous voyez que c'est pas aussi simple qu'on le croit des fois le métier d'entraîneur. Justement, parlez-nous un peu de la vie d'un sélectionneur. Alors j'imagine en ce moment, ce sont surtout les interviews dans les médias qui accaparent votre temps. Mais en dehors des fenêtres internationales, c'est quoi le quotidien d'un sélectionneur? Avant d'arriver donc ici, j'étais au bureau à Monderkange en train de faire les analyses. On nous a dit que vous arriviez très très tôt au bureau à Monderkange. Ce matin, il y avait mon fils qui avait rendez-vous à la FLF pour partir tôt. C'est pour ça que je suis c'est donc ça.
Non, mais plus sérieusement, il y a l'analyse des matchs, des adversaires en aval, bien sûr, qui aujourd'hui, heureusement, on aura plus de temps de le faire. Qui plus est contre des adversaires qu'on aura déjà joué ou qu'on aura vu jouer contre les adversaires que nous, on a joué. Donc, c'est des analyses différentes qui facilitent par moment des choses, où il faut en tirer les enseignements. En fonction de ça, faire une liste par rapport aux joueurs qu'on veut et aussi analyser ses propres performances pour voir qu'est-ce qui a été, quel a été le plan de jeu qu'on a fait, qu'est-ce qui a été bien fait ou pas bien fait, le montrer aux joueurs, etc. etc. Ça, c'est une partie du métier. L'autre, c'est analyser, regarder les performances des joueurs dans leur club respectif en fonction de leur temps de jeu, en fonction des positionnements, en fonction des systèmes qu'ils jouent, en fonction des blessures ou non. Donc ça, c'est un autre travail. Il y a le contact personnel avec les joueurs, ou les joueurs, peut-être pas tous en permanence, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur d'avoir un contact personnel avec les 23, 24 qui ont été sélectionnés avant qu'ils arrivent au stage. Il y a des choses que je découvre moi-même. C'est la première fois que je suis sélectionneur, donc le quotidien change par rapport au quotidien d'un coach de club. Il y a beaucoup de choses qui sont pareilles. Il y a une chose qui change, c'est que les joueurs, la disposition des joueurs, elle n'est pas présente tous les jours. Bien sûr. Donc forcément, la création d'automatisme, le travail de détail est difficile à faire. Mais c'est un peu moins stressant, plutôt que d'être au centre d'entraînement tous les jours, d'avoir le contact des joueurs, de gérer, d'avoir ce côté manager constamment en club du lundi au dimanche. On va dire que alors la semaine internationale, elle est très 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 chargée et elle est très stressante entre guillemets, mais elle est très motivante aussi. Bien sûr, oui. Donc il y a beaucoup de travail. On n'a pas eu assez de temps en aval pour préparer cette fois-ci, pour avoir la possibilité d'avoir encore plus de temps pour des choses qui nous tiennent à cœur pendant le stage. Donc c'est pour ça que c'est très important maintenant de faire ce travail beaucoup plus rapidement en détail en aval pour que pendant le stage, on puisse justement travailler d'autres choses. Maintenant, ce qui ne changera jamais, c'est le nombre de séances disponibles avant un match. Il y en aura une de plus par rapport au match d'Allemagne qui se déroulera le vendredi et pas le jeudi. Maintenant, jusque-là, il n'y a pas non plus tous les programmes des joueurs qui sont sortis, c'est-à-dire combien de joueurs feront leur dernier match de championnat avant la sélection le dimanche, ce qui change par rapport aux entraînements déjà du lundi ou mardi. Bien sûr, oui. Et après, il reste moins de temps. Et ça, c'est malheureusement le sort de tous les sélectionneurs, c'est-à-dire le travail sur le terrain, qui est beaucoup présent en club, et de moins en moins en sélection. Alors, à invité exceptionnel, dispositif exceptionnel, nous vous avons demandé, les internautes, si vous aviez une question à poser à Jeff Strasser. On en a retenu deux. Alors, c'est Portugal Guy Lux sur Instagram qui souhaitait vous poser une question sur le top 5 ici au Luxembourg. Qu'on salue. Top 5, qu'on salue. Top 5 joueurs. Et de manière plus générale, ce que vous pensez du niveau de la BGL League. Nommer maintenant comme ça des joueurs au bout de quelques journées de championnat, déjà, ce serait pas très objectif. On regarderait. C'est plutôt comme vous faites en fin d'année, comme vous faites les récompenses, vous êtes peut-être mieux placé. Donc on en reparlera peut-être lors des dribbles d'or. En fin d'année. Bien sûr, il y a des joueurs de l'année dernière qui ont porté le haut du classement de la BGL l'année dernière, qui font bonne impression pour le début du championnat. Si je regarde la performance de nos clubs au niveau international, je retiendrai quand même le parcours de Differdange avec une élimination malheureuse. Rageante là aussi. Ouais, rageante aussi. On n'est pas vernis. Hein. Non, mais ça va tourner. Rageante, oui, mais au sein duquel on a vu un effectif dans une certaine continuité, avec une ossature qui est rentrée, avec aussi un joueur comme Dan Siko, qui a été appelé aussi déjà en équipe nationale, qu'on continue à suivre sa progression. Il faut. Et surtout suivre tout le championnat, mais bien sûr suivre les joueurs avec un passeport luxembourgeois. Évidemment. On peut sélectionner. On regarde ce qu'il y a en BGL League, on compare le même profil de joueurs qui jouent à l'étranger ou le
le rythme est plus élevé, ça c'est une certitude, par rapport au haut niveau. Et en fonction de ça, bien sûr, que quand il y a des joueurs de qualité au Luxembourg, il faut les sélectionner. Mais s'il y a un joueur de la même profil qui joue, on va dire, en deuxième Bundesliga, et qu'il y a quelqu'un qui joue au même poste ici, et quand on regarde les performances, la logique, elle ira plus dans le sens-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joueurs de qualité ici, et qu'il y a déjà des joueurs qui ont été appelés. Et au niveau de la BGL League, au niveau, il y a des matchs qui sont à plus haute intensité quand il y a des adversaires dans le plus haut du tableau qui s'affrontent, et à moins d'intensité quand ce n'est pas le cas. Ça, c'est un fait. Moi, je trouve que ça progresse. D'autres diront que ça ne progresse pas. C'est un éternel débat. Moi, à l'intérieur de l'avoir vu et vécu pendant de longues années, en tout cas, ça se professionnalise. Tous les clubs sont de mieux en mieux structurés, de mieux en mieux organisés. Ça va dans un sens vers l'évolution et le développement, ce qui est une bonne chose. Maintenant, comment faire pour faire cette évolution et ce développement plus rapide ou plus grand? Il faut prendre un peu tous les acteurs du football, les mettre autour d'une table et en parler. Une chose serait peut-être de faire une création d'une division avec moins de clubs, mais c'est certain que tous les clubs actuels qui sont en BGL League, en parlant de ça, ils veulent le rester. Difficile. Alors il y a la Ligue nationale, donc la BGL League, et il y a l'intérêt du football national. Et chacun regardera toujours son intérêt personnel, ce qui est logique. Donc moi, ce que je constate, c'est que on fasse en sorte d'aller dans le sens où le football se développe le mieux sans dénigrer qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est une discussion qu'on aura probablement avec la Ligue. Allez, une dernière question qui est posée par Ala de Luxembourg sur Instagram, qui aimerait savoir une chose sur vous que personne ne sait. Je lance le pavé dans la main. Que personne ne sait. Alors, il y a peut-être peu de gens qui le savent, mais j'ai en dehors du football, on va dire, deux passions sportives qui m'intéressent. Une, c'est en été plutôt tout ce qui concerne le wakeboard. Et en hiver, le ski, depuis que je suis plus moi-même actif et ayant le droit après d'avoir des sports à risque. Donc avec mes enfants, on s'est mis au ski avec la famille et c'est un plaisir de partir au ski. Donc c'est peut-être quelque chose que pas mal. Ah oui, moi je l'ignorais personnellement. Donc au jour d'aujourd'hui, dans le domaine là. Merci Ala de Luxembourg pour cette question. Allez, on passe au News Express. Donc je vous rappelle le principe, juste quelques petites infos en très rapide, Boris, en un mot ou une phrase. Vous me dites ce que vous en pensez. Donc les U21 hier se sont inclinés cruellement eux aussi contre les îles Féroé, contre le cours du jeu, en ayant dominé la rencontre mais sans efficacité. On est maudit. Là, c'est le 3e match en 5 jours que je faisais et j'avais l'impression que c'est une boucle qui se répète. Donc là, j'ai l'impression d'avoir le même match que contre la Slovaquie, très frustrant. Les autres marquent sur leur seule occasion et toi, t'en as plein, t'en marques pas. Donc, et on loupe un penalty. Et on loupe un penalty en fin de match. Donc, très très frustrant, mais comme l'équipe A, très encourageant pour la suite parce que les débuts de Mario Mouche et de ses jeunes joueurs sont très intéressants, encore plus dans le contexte qu'on connaît avec l'accident qu'ils ont eu de quart. Donc, encourageant malgré tout. Simon, toi qui es suiveur du FC Metz, Hamza Kadamani, le luxembourgeois qui aura 16 ans samedi, on lui souhaite un bon anniversaire, a marqué pour le FC Metz en match amical contre Strassen le week-end dernier. Un superbe but. Un très très beau but. Vous le connaissez, Jeff ? Le nom, oui. Ouais. Mais je savais qu'il avait marqué. Tu vas pas le prendre à défaut comme ça. Très, très intéressant, le petit jeune là. Ouais. Il est U17, je crois. Il est U17, oui. Oui, non, mais c'est bien, on prend tous les jeunes qui arrivent et qui brillent, même si c'est un match amical. Oui, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, où quand on parlait de Enzo, c'est très intéressant. Non, ça pousse derrière, et plus il y en aura, mais plus ce sera concurrentiel pour les autres, ça va faire monter tout le monde. Non, c'est bien, c'est top, c'est vraiment top. Monderkange, seul en tête de la promotion d'honneur avec un 12/12 des 4 relégués de BGA League, c'était le seul club qui avait conservé son coach à l'intersaison, Marc Depienne. Donc on salue la confiance et la régularité de Monderkange. C'est important, Jeff, qu'un projet se construise dans la durée avec aussi le droit à l'erreur.
Je pense que mon Archange, ils avaient Marc Despienne, si je me Oui, oui. au début d'année, et ils oui. ont changé, ils sont revenus sur lui, ouais. et le jour d'aujourd'hui, ils sont dans la continuité. Je souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur à lui, et à son équipe. Ils ont fait un très bon départ. Je serre les doigts pour que ça continue pour lui comme ça. Globalement, les équipes reléguées sont pas trop mal sur le début de saison. Il va y avoir de la concurrence. Je pense que cette année en PH, ça va être très, très dense, très serré en haut de tableau. Donc, et également en Ligue 1 Dames, c'est la dernière news. Donc les 5 premiers matchs de l'élite féminine se sont déroulés le week-end dernier avec déjà des premières tendances. Le premier Kergeng qui a donné une leçon à l'entente WMH. Mamers qui s'est imposé au courage face à Diekirch, ce qui promet un match fort intéressant samedi entre Kergeng et Mamers. Le Racing qui est venu à bout assez difficilement du premier Bétambourg après avoir été mené. Differdange qui se paye le SCL, c'est assez rare pour être souligné. Linster qui est battu Esperange, des dames qui progressent d'année en année, un football féminin qui est de plus en plus plaisant à voir, à l'image de la sélection qui a été récompensée en ouverture des A contre l'Irlande. Alors nous, on y est revenu lors de la dernière émission. C'est important aussi de saluer le travail des Ruth Levinen. Je trouve que c'est très important et la fédération l'a bien montré en leur donnant honneur. Donc c'est très bien. J'avais vu le groupe justement proche de leur entrée en les félicitant moi-même parce que c'est des actrices du football au jour d'aujourd'hui et qui faut valoriser leurs performances comme les nôtres d'ailleurs, c'est tout. Et qui n'ont pas de problème de numéro 9. Dan Santos a moins de cheveux à s'arracher à ce propos. Bien, merci énormément Jeff Strasser d'avoir été l'invité de ce Clubhouse spécial. C'était un honneur pour nous de recevoir le sélectionneur des Ruth Levin et que vous ayez pris le temps de venir jusqu'à nos studios. Je vous remercie pour l'invitation. C'était plaisant de faire un peu revenir sur les 2 matchs et faire le tour en parlant footballistiquement concret avec du contenu qui est intéressant. Donc je vous en remercie aussi. Merci, ça fait plaisir et c'est ce qu'on essaye de faire chaque semaine. Boris, Simon, merci d'avoir été avec moi sur le plateau. Marco. Toujours un plaisir. On se voit la semaine prochaine. Nous vous souhaitons une très bonne semaine et nous vous invitons évidemment à être sur les terrains de Ligue 1 Dames, de PH, de BGA League ce week-end et on se voit bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao.